Vous écoutez Procrastination, saison 8, épisode 1, la gestion d'une librairie indépendante avec Éric Marcelin de la librairie et des éditions critiques. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Faye et Lionel Delous. Et aujourd'hui et pour cette saison, la voix d'Éric Marcelin qui nous fait le grand plaisir et l'honneur de nous rejoindre en tant que VIP, qu'invité de la saison 8 de Procrastination. Bonjour Éric et merci beaucoup de nous avoir rejoints pour discuter du métier, de tes métiers. Puisque donc tu es le grand directeur, grand chef de Critique, Critique qui est une librairie mais qui est également donc les éditions critiques. Dans la préparation de cette saison et de manière générale, on s'est dit que notamment, alors on va évidemment parler d'édition bien sûr, mais aussi on est très content de t'avoir de manière générale et très content en particulier puisque tu as donc effectivement la casquette de libraire, la librairie critique ayant ouvert ses portes à Rennes en 2000 si ma mémoire est bonne. Et le métier de libraire est finalement un métier avec des exigences, des contraintes assez spécifiques et particulières dont on entend finalement assez peu parler. Dans la chaîne du livre, c'est le métier le plus en aval. Et c'est important qu'on sache et que les auteurs et autrices qui nous suivent, que le poditoire sache comment la librairie fonctionne et quelle est la réalité du terrain qui est parfois contre-intuitif par rapport aux idées qu'on s'en fait. Donc, pour présenter globalement Critique, donc comme je le disais tout à l'heure, donc d'abord la librairie BD Imaginaire ouvre ses portes en 2000 et en 2009, les éditions Critiques ouvrent, donc éditions d'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique, et aussi de thriller, qui se développe très vite, devient très vite une maison d'édition indépendante qui compte dans le paysage de littérature de l'imaginaire. Full disclosure, tu nous fais le plaisir d'être notre éditeur à Estelle et à moi. Estelle avec le diptyque de Bohème et moi pour Evanégir, notamment avec Les Dieux Sauvages. Parmi les noms également publiés par Critique, on peut citer Laurent Genefort, Christian Léaurier, Rosen Iliano, Sylvie Mineur, et on mettra évidemment tous les liens dans la description de l'épisode et on ne peut que encourager le poditoire à aller regarder le magnifique catalogue des éditions. Maintenant, au fur et à mesure du temps, Critique s'est développé avec aussi donc une collection BD en association avec les Humanoïdes Associés. Tout récemment, une collection jeunesse avec Le Cri des Chimères de Marine Sivan qui vient tout juste de sortir. Et Critique continue sa conquête du système solaire en ayant ouvert une deuxième implantation, Critique 2, du coup, en fait, juste à côté de l'implantation originale historique, ce qui permet donc d'avoir une implantation BD, manga, jeunesse et une implantation plus roman, BD adulte, littérature de l'imaginaire, etc. Donc, on va parler de tout ça. Sur cette saison, la librairie Critique a 23 ans. Elle a le droit de boire de l'alcool aux États-Unis maintenant depuis même 2 ans, d'avoir son permis et de conduire une voiture. Tu as traversé aussi un certain nombre d'évolutions technologiques et du marché, et donc on est très friand et très curieux d'avoir ton retour sur tout ça et ton regard. Moi, je voulais savoir dans un premier temps comment se passe la vie d'un livre entre le moment où il sort de chez l'imprimeur et le moment où il arrive chez le libraire. Quel est le cycle de la vie entre les deux? Alors déjà, bonjour Lionel, Mélanie et Estelle, merci beaucoup pour votre invitation, ça me fait très plaisir. Lionel, bravo pour cette présentation, je sais même pas si ça sert encore que je parle puisque tu as tout dit. Mais effectivement, Mélanie pose la question à laquelle t'as pas encore répondu. Donc, quelle est la vie du livre avant d'arriver sur l'étal des libraires? Comment il arrive sur l'étal des libraires, hein? C'est bien ça. Voilà. À partir du moment où il sort de chez l'imprimeur, donc. À partir du moment où il sort de chez l'imprimeur. Bah en fait nous ça on le vit pas trop en tant que libraire. À la sortie de l'imprimeur, on sait pas trop la plupart des libraires, on va dire, ne savent pas trop ce qui se passe du côté édition. Nous on va surtout voir des représentants commerciaux représentant les divers distributeurs et diffuseurs qui représentent plusieurs maisons d'édition. Et ça se passe en général entre 3 à 5 mois avant la parution des ouvrages décidés par les éditeurs. Donc ils viennent avec un catalogue, ils nous présentent la couverture, si la couverture existe déjà. Ça arrive qu'on n'ait pas de couverture pour se faire une idée quelle qu'elle soit.
sachant que la couverture, c'est le premier vendeur pour un livre en librairie, mais les éditeurs s'aperçoivent aussi que c'est le premier vendeur très rapidement. Mais le premier geste que va faire un client qui va rentrer dans la librairie, c'est rentrer parce qu'il a vu une couverture qui l'intriguait en vitrine, ensuite prendre un livre en rayon parce que la couverture l'intrigue, avant même que le libraire ait fait quoi que ce soit. Donc on travaille 3 à 5 mois en amont les ouvrages à paraître avec visuel, résumé, la présentation que les éditeurs ont pu faire auprès de l'équipe de représentants. Les représentants ont pris des notes et essayent de nous convaincre sur chaque livre ou, connaissant la librairie, essayent de nous convaincre sur des titres qu'ils considèrent étant pour nous et laissent passer pas mal de titres où ils savent que ça sert à rien de lutter parce que soit on n'a pas vendu les précédents ouvrages, soit ils savent que c'est pas trop notre came, soit ils ont vraiment un enjeu, l'éditeur a un enjeu et ils essayent de nous convaincre d'en prendre. Soit on n'en prenait pas, ils nous conviennent d'en prendre, soit on en a pris que un ou deux et ils essayent de nous en faire prendre plus. Donc il y a un petit jeu de négociation pour ces ouvrages-là. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ces commandes-là, bah écoute, on attend le temps qu'il faut et puis un gentil distributeur, livreur arrive avec son camion et nous amène les livres que l'on a le plaisir de déballer à la librairie. Quand je dis le plaisir de déballer, c'est vraiment un plaisir parce que alors moi, à mes tout débuts, c'était vraiment Noël à chaque ouverture de carton, surtout quand c'est les nouveautés. Le réassort un petit peu moins parce qu'on les connaît déjà, mais malgré tout, des fois, on fait re-rentrer des livres qu'on a plaisir à voir rejoindre de nouveau les rayons. Mais voilà, quand on a des stagiaires, des nouveaux libraires, c'est le vrai plaisir, c'est voilà le vrai Noël à chaque ouverture de carton, même quand il y en a beaucoup. Et justement, face à toutes les nouveautés qui arrivent, comment se fait la sélection? Elle est un petit peu compliquée parce que on a forcément un budget qui est moi, il y a une époque, mais parce qu'au début, quand tu ouvres une librairie, c'est un petit peu compliqué financièrement. Après aussi, mais au début plus. J'avais fait un système pour réussir à respecter mon pouvoir d'achat de l'époque. C'est-à-dire que je prenais mon budget du mois et je le divisais par un prix moyen du livre. Et du coup, ça me donnait le nombre de livres que je pouvais acheter. Ils avaient jamais vu ça, les représentants. Et ce qui me permettait quand même, quand je disais, bah là, ça j'en prends 10, ça j'en prends 5, ça j'en prends 2, bah très vite, je voyais où j'en étais plutôt que de se dire, bah tiens, ça vaut 12 euros, j'en ai pris 10, voilà, ça représentait rien. Donc tout de suite avec la quantité, j'arrivais à sélectionner. Et donc, bah la sélection, effectivement, elle se fait par rapport, premièrement, à ton pouvoir d'achat, et ensuite par rapport à ton pouvoir d'achat, bah tes goûts propres et effectivement le côté persuasif aussi du représentant et ce que tu as pu glaner en tant qu'information à titre personnel. Alors on n'a pas toujours le temps de le faire, mais on essaye de se tenir informé de ce qui se passe sur tout le marché du livre. Et des fois, en tant que spécialiste SF, plus encore que en BD, on en sait souvent plus que le représentant qui vient nous voir. Et au fil du temps, ça va être soit des auteurs qu'on a déjà lus, donc on connaît, etc. Donc on va s'engager assez facilement. La difficulté, elle est surtout sur de la pure nouveauté, où c'est un nouvel auteur, on ne sait pas du tout ce qu'il a fait, c'est voir un nouvel éditeur. Donc là, bah ça va être effectivement le pitch, mais grosso modo, un petit peu comme l'éditeur qui va recevoir un manuscrit, qui va lire le début, voir le synopsis, et se dire bah tiens, j'essaye de le lire quoi. Alors nous, en tant que libraire, on dit bah tiens, effectivement, jeune auteur, apparemment le représentant a l'air de le dire que c'est bien, la maison d'édition. Alors soit c'est une maison d'édition établie et du coup bah ça acte un petit peu plus peut-être de confiance sur la sélection et on se dit bah tiens, on va tester. Mais alors voilà, on va tester quoi. C'est-à-dire que si vraiment le pitch nous a convaincus, on va peut-être en prendre 3. Toi, c'est pas beaucoup. Et encore, il y a plein de libraires qui vont en prendre que 1. Soit vraiment on a été hypé, et puis il y a toute une campagne derrière qui pousse à le prendre, et on va en prendre 5, 6, voire ce qu'on appelle le 13-12. C'est-à-dire que t'en prends 12 et il y en a un 13e qui t'est envoyé en marge financière supplémentaire, quoi. Mais là, c'est vraiment l'éditeur y croit et il est prêt à se ramasser des masses de retours si ça marche pas, quoi. Du coup, comment est-ce que tu choisis ton équilibre entre les nouveautés et le fond?
Alors, c'est un petit peu compliqué parce que effectivement, si tu veux être une librairie spécialisée de référence, il te faut du fond, clairement. Il faut du fond ancien à faible rotation. Il te faut un fond qui tourne de manière un peu régulière et il te faut de la nouveauté. Clairement, la nouveauté, c'est ce qui fait rentrer les gens dans le magasin. Et clairement, le vieux fond, c'est ce qui fait ta réputation. C'est-à-dire que c'est le fond qui te coûte de l'argent, puisque il sort peut-être une fois tous les 2 ans ou une fois tous les 3 ans, mais les gens qui vont venir te voir savent que c'est chez toi qu'on va le trouver. Donc il faut réussir à ce que la nouveauté et la rotation lente paye ça, et essentiellement que la nouveauté paye ça. Et après, il faut malgré tout réussir à faire un choix suffisamment judicieux sur la nouveauté aussi, puisque c'est de l'investissement qui coûte, parce qu'il y a de plus en plus de nouveautés, de moins en moins de temps pour vendre les livres, et forcément à un moment donné, faut pas dépenser toute la trésorerie, quoi. Donc c'est un choix un peu cornélien, quoi. Voilà, alors nous à Critique, on essaye de garder le plus longtemps possible les coups de cœur en avant, sachant que effectivement une nouveauté en pousse une autre. Donc à chaque fois il y a un sacrifice à faire, quoi. À un moment donné, t'as je sais pas 150 possibilités de placement de livres, ou 250, mais t'en as reçu 100 nouveaux, donc faut en virer 100, quoi. Donc le choix va se faire de manière des fois à contre-cœur, c'est-à-dire qu'il y a des livres qu'on a pu lire et se dire tiens, celui-là il est chouette, mais au bout de 2 mois on n'a toujours pas réussi à le vendre, et donc celui-là forcément il va partir, sauf voilà, après on peut faire un autre choix, mais en général il va partir. Des fois au bout d'1 mois il va partir, et des fois même alors chez nous ça arrive pas trop plus tôt que ça, mais ça peut arriver qu'au bout de 2 semaines le libraire décide, soit il l'a pas encore retourné, mais il le met dans ses piles de retour, parce que effectivement t'as commandé quelque chose en pensant que ça allait être bien, et tu commences à le regarder. Alors surtout en BD, c'est plus rapide, c'est plus facile à faire, et ça correspond pas du tout à ce que t'attendais. Tu lis les premières lignes, tu dis non, ça va pas marcher, et ça partira pas. Et des fois on se trompe, mais du coup voilà, c'est un savant équilibre entre fond de référence et nouveauté, et la nouveauté fait vivre, mais je pense qu'il y a trop de production. On s'en est aperçu avec le Covid, où il n'y avait plus de nouveautés. Alors il y avait aussi plus de gens à venir qui n'avaient pas l'habitude de lire, mais du coup on a pu vendre des titres qui étaient là depuis très longtemps, comme si c'était de la nouveauté, quoi. Et on s'aperçoit que les gens viennent pas toutes les semaines en magasin. C'est rare le client qui vient toutes les semaines à la librairie. Si c'est un client qui vient une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ou une fois tous les 3 mois, c'est déjà un super bon client, quoi. Mais t'imagines le livre qui est arrivé, que tu retournes au bout de 2 mois, le client qui vient une fois tous les 3 mois, en fait, il sait pas que c'est paru ce livre-là. Donc des fois, voilà, faut réussir à les tenir en avant le plus longtemps possible. C'est vraiment super cool tout ce que tu dis, Eric. Enfin, c'est effectivement vraiment le truc concret que, mine de rien, peu d'auteurs connaissent vraiment de manière aussi claire que ça, quoi, en fait. Je trouve que c'est vraiment l'avantage d'avoir plein de casquettes et de côtoyer plein d'auteurs aussi, c'est que vraiment on voit la chaîne du livre, quoi, et on se rend compte qu'on est tous interdépendants, qu'on a tous besoin les uns des autres au final, quoi. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est à peu près le temps de vie d'un livre en rayon? On va dire, on va prendre une moyenne, mais on peut peut-être se baser sur une vieille loi qui faisait qu'à un moment donné, elle a sauté cette loi-là à cause de la production bien trop importante, mais avant, il y avait quelque chose qui disait que le libraire, quand il recevait le livre, devait le garder minimum 3 mois. Donc on avait le droit de retourner des livres que au bout de 3 mois, et ensuite on avait jusqu'à 1 an pour les retourner. On pouvait plus les retourner au bout d'1 an. Donc voilà, c'était le cycle de vie classique qui n'existe plus. C'est-à-dire que du coup maintenant la durée de vie d'un livre en rayon, elle est ultra variable, ultra variable. Elle va dépendre de la période aussi, très certainement, où le livre va sortir. Et je pense qu'un livre qui sort au mois de juin
va avoir une durée de vie plus longue qu'un livre qui sort au mois de septembre. Parce que juillet et août sont quand même plus cool au niveau production. Donc il y a moins besoin de faire du ménage. Il y a quand même pas mal d'achats de personnes qui vont partir en vacances. Donc tu sais que tu as encore en juin un potentiel d'achat, donc tu les gardes. Et ensuite juillet août, c'est les vacances, donc tu fais un peu moins de retours, tu as un peu moins de temps, il y a un peu moins de personnel. Et puis comme il y a moins de production, effectivement tu les gardes, etc. Et puis après arrivé fin août, là peut-être que les livres sont virés, mais ça te fait quand même, du coup ça te fait juin, toi ça te fait juin, juillet, août, ça te fait 3 mois quoi. Hein. Mais voilà, la durée de vie d'un livre en rayon, elle est entre 1 et 3 mois si c'est un livre qui marche pas. Et un livre qui marche, il marche et tant qu'il marche, il est là. Mais du coup, il y en a peu d'élus pour beaucoup de prétendants. Étant donné qu'on disait tout à l'heure que Critique existe depuis Bien, cette conversation se poursuivra au long cours tout au long de la saison 8 de Procrastination. Merci de nous avoir suivis pour ce premier épisode avec Eric. On se retrouve dans quelques semaines pour la suite de notre conversation sur la librairie. On a encore beaucoup de choses dont on va discuter avec Eric. Et comme à chaque fin d'épisode de Procrastination, on vous propose une citation inspirante. Et Eric a accepté de partager avec nous les citations qu'il trouve inspirantes sur le livre, la littérature, la librairie ou même la vie de manière générale. Et donc, je lui laisse la parole. Le livre est le meilleur remède contre l'ignorance, la bêtise, le racisme, l'ennui, la solitude, le chagrin. Citation de Jean Anglade. C'était Procrastination. Encore merci à Eric Marcelin pour tout ce qu'il partage avec nous et partagera encore dans la saison à venir. En attendant, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire.